Bonjour à tous, donc nous voilà pour notre point info hebdo de la SFAR. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale où on va mettre en avant les autres spécialités qui nous ont accompagnés dans cette crise. On a vu la semaine dernière les paramédicaux, hein, les IAD, les IDE, les kinés, les aides-soignantes et autres qui nous ont beaucoup aidés. Là, on va voir les autres spécialités. Donc, notamment, on aura deux chirurgiens, le professeur Liverneau de Strasbourg et le docteur Zoglami de la PHP à Beaujon, qui nous donneront un peu leur retour d'expérience et comment ils se sont organisés pendant cette crise pour nous aider, parce que les chirurgiens nous ont bien aidés, puisqu'ils étaient désœuvrés à ce moment-là, parce que l'activité s'était arrêtée. Puis ensuite, on aura le point de vue de deux infectiologues, enfin un spécialiste de médecine interne, le docteur Yann Nguyen de Beaujon, et un véritable infectiologue pure souche, le docteur Alexandre Bleptreux de la Pitié-Salpêtrière, qui vont nous donner un petit peu, eux aussi, leur retour d'expérience sur cette crise, hein, puisqu'ils étaient en première ligne pour recevoir les Covid, et puis où ils en sont un petit peu de la découverte de la maladie et des traitements actuels. Vous verrez, là, il y a aussi des fois des idées encore un peu divergentes, hein, ce qui nous montre bien que pour l'instant, on ne sait pas tout sur cette crise, on ne sait pas tout sur cette maladie. On doit encore découvrir beaucoup de choses. Sans attendre, on va commencer avec nos chirurgiens, nos amis chirurgiens qui vont nous raconter un peu ce qui s'est passé pendant cette crise. Et bien donc comme prévu, on retrouve nos amis chirurgiens pour cette web TV. Donc on sera avec le professeur Philippe Liverneau qui est à Strasbourg, qui est chef de pôle, qui est un chirurgien orthopédiste à la charnière entre orthopédie et plasticien puisqu'il est spécialisé dans la chirurgie de la main et c'est un ancien président de la Société française de chirurgie de la main. Et on aura aussi le docteur Mohamed Zoglami qui est lui chirurgien orthopédiste à la PHP à Beaujon. Donc on va démarrer tout de suite. Philippe, vous avez créé une task force chirurgicale à Strasbourg, parce que évidemment les chirurgiens ont été les premiers impactés aussi dans cette crise, parce que leur activité s'est effondrée pour la plupart. Il n'y avait plus que les urgences qui étaient traitées, hein, l'activité réglée n'était pas faite. Donc vous êtes engagé avec vos forces dans cette bataille aussi, et notamment vous avez créé une task force à Strasbourg. Donc racontez-nous un peu comment ça s'est organisé. Merci d'abord de l'invitation, hein, de collègues de la SFAR. Oui, effectivement, à Strasbourg, nous avons créé une task force et cette task force, elle a été faite grâce aux excellentes relations que j'ai avec Pierre Dimunch, qui est le chef de pôle d'anesthésie, et avec Julien Potécher, qui, je crois, a parlé sur votre antenne il n'y a pas très longtemps, et Eric Noll, qui est nommé PU cette année. Donc, nos relations étant très bonnes, très très vite, on a été amené à faire le constat des réorganisations de nos activités. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, l'activité chirurgicale, elle a drastiquement diminué, plus du tout d'activité réglée, uniquement des urgences, et qui s'est au fil du temps restreint vraiment aux urgences traumatiques, ne peuvent pas attendre, infectieuses, et puis aussi carcinologiques. C'est ce qu'on a fait dans un premier temps. De leur côté, les MAR, eux, ils ont été très peu anesthésistes, seulement pour ces activités chirurgicales que je viens de décrire, et puis surtout, ils sont devenus des réanimateurs presque à 100%. Alors, en discutant entre nous, on s'est vite aperçu que les chirurgiens avaient une considérable diminution d'activité. Donc, vous savez comment sont les chirurgiens, ce sont des gens qui sont un peu accros au travail, et du fait de ce syndrome de manque, ils ont un petit peu se senti un peu désœuvrés, déprimés, et étaient en demande d'agir pour aider là où ils pouvaient. Là où on pouvait, le plus logique, c'était d'aider les collègues anesthésistes réanimateurs. Alors, on a constitué ce qu'on a appelé pompeusement une Surgical Task Force, qui est composé dans un premier temps essentiellement de notre pôle. Notre pôle, c'est un pôle d'orthopédie, de traumatologie, de chirurgie plastique et de chirurgie maxillofaciale. Et à peu près tous ceux des chirurgiens du pôle ont accepté d'emblée, sur la base du volontariat, de participer à cette task force. Alors quand je dis tous les chirurgiens, ça va des internes au PUPH, en passant par les chefs de clinique, les assistants, les PH.
sur la base du volontariat, personne ne s'est planqué, tout le monde a accepté, et puis progressivement, devant l'efficacité de ces actions, eh bien d'autres chirurgiens, on en parlera peut-être tout à l'heure, même des radiologues, nous ont rejoints. Alors, je vais partager pour vous montrer un peu comment, comment nous avons organisé cette task force. Alors, vous voyez qu'il y a des couleurs un peu partout hein, sur ce tableau. Il était fait par semaine. Alors, vous voyez, si je déroule, on va voir les jours passés les uns après les autres. Alors, d'abord, au début, dans ce tableau, on a rappelé quelle était la définition de cette task force, c'est-à-dire mise à disposition des collègues médecins anesthésistes réanimateurs pour alléger le plus possible leurs tâches de travail, qui, je rappelle, a été absolument considérable, en tout cas dans notre CHU. Et bien entendu, en cas d'urgence, on pouvait joindre un seigneur de garde en réanimation chirurgicale. Moi-même étant le coordinateur, j'étais aussi toujours joignable. On avait un relais qui était très important au début, le relais entre, on va les appeler les réanimateurs maintenant, hein, ceux qui sont dans les services de réanimation, et puis les chirurgiens de la task force. On avait un interne qui lui avait un téléphone, et chaque fois qu'au début de notre expérience, demande se faisait dans les actions que je vais décrire tout à l'heure, eh bien l'interne se faisait appeler par les MAR et ensuite appelait un certain nombre de chirurgiens en fonction des demandes. Et nous avions aussi une infirmière coordinatrice qui, elle, avait pour but eh bien, de récolter les informations a posteriori pour effectivement avoir une idée de la densité du travail pour qu'ensuite, en tant que coordinateur, je puisse adapter la voilure de cette task force, soit l'augmenter en faisant un appel à des volontaires plus importants, soit au contraire la diminuer au fur et à mesure des besoins. Alors, nous avions d'abord, nos collègues réanimateurs nous ont proposé d'aller sur un site de formation très très rapide, non pas pour jouer les réanimateurs, parce que ça n'improvise pas réanimateur du jour au lendemain, mais pour qu'on ait une idée un petit peu des tâches qui étaient réalisées dans ces services de réanimation pour s'y familiariser. C'est ce que vous voyez ici par ce lien. Ensuite, nous avons défini tous ensemble 5 actions que vous voyez là. Alors, la première action a été l'une des plus importantes, communiquer avec les familles. Et à chaque fois, on a des annexes, donc je ne vais pas vous les montrer, enfin je vous montre vite fait, des annexes qui expliquent un petit peu le fonctionnement de toutes ces actions. Donc, la première action consistait en fait à appeler les familles pour leur donner des nouvelles de leurs proches qui sont en réanimation. Alors, de rien, ça a l'air un peu idiot, mais en réalité, les collègues MAR, occupés par des tâches denses, n'avaient pas le temps de passer 10 minutes, un quart d'heure avec chaque famille pour expliquer l'état de santé de leurs proches. Donc, on s'est réparti la tâche. Le matin, les chirurgiens appelaient les familles et l'après-midi, un MAR réappelait les familles. Alors, comment on faisait? Le matin, les chirurgiens assistaient au staff dans les salles d'unité de réanimation avec les collègues anesthésistes, se familiarisaient avec les dossiers des patients, et essayaient de prendre toujours les mêmes patients. Alors, au début, ce n'était pas le cas, puis progressivement, on s'est rendu compte que c'est mieux que ce soit toujours les mêmes chirurgiens qui donnent des nouvelles aux mêmes familles, parce que les familles, ça leur permet d'avoir la même voix au bout du fil. Et puis les chirurgiens, ça leur permet de bien connaître le dossier des patients, de poser des questions aux réanimateurs en fonction de l'état de santé des patients. Bref, progressivement, on s'est rendu compte que c'était ça qu'il fallait faire. Alors, le matin, nous, on donnait des informations, on va dire, générales. Ça va bien, ça va moins bien, ça va mieux. Mais en même temps, on donnait quelques informations techniques, les PAFI, en oxygène, la tension artérielle, etc. Et puis aussi, on leur disait si les patients, on les avait retournés en décubitus ventral, décubitus dorsal, est-ce qu'il y avait des surinfections, enfin bref, des informations techniques. Et l'après-midi, le MAR eh bien, appelait pour donner lui des informations
beaucoup plus poussée, parce que nous, bien entendu, on ne pouvait pas répondre à toutes les informations techniques parce que c'est pas notre boulot, quoi, hein, c'est pas notre compétence. Donc, lorsque un patient, une famille nous posait une question qui nous passait, on leur disait, écoutez, on vous donne voilà, des informations globales, et l'après-midi, vous serez rappelé, et on vous donnera par un collègue anesthésiste des informations plus précises. Alors, cette action 1, on l'a mis en vert, et vous l'avez reporté sur une journée, par exemple ici, là, vous voyez la journée du 13 avril. Alors normalement, toutes ces cases sont remplies par des noms de chirurgiens. Alors j'ai volontairement, pour des raisons de confidentialité, j'ai enlevé tous les noms, et vous voyez que on a un certain nombre de salles où étaient situés les patients de réanimation, des salles de SSPI qui ont été transformées en salles de réanimation, donc on en a 4 ici, une salle d'unité de soins continus de chirurgie qui a été transformée en réanimation, et puis d'autres salles ici, vous voyez, qui sont des vraies salles de réanimation chirurgicale, ici, et plus loin, on a plus tard, là, elle ne figure pas ici, une salle de réanimation pédiatrique également. Donc, les chirurgiens pouvaient être déployés dans plusieurs unités, donc unité de soins continus, SSPI 1, 2, 3, 4, réachir adulte et réachir pédiatrique transformé en réachir adulte, bien entendu. Et on répartissait les noms sur les bases du volontariat. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez les petites croix là qui apparaissent un peu partout. Ces croix, en fait, on demandait à chacun des chirurgiens en début de semaine et au cours de la semaine, parce que bien entendu ces tableaux se réactualisaient, on leur demandait bien dans quelle action voulez-vous agir. Et ils mettaient un certain nombre d'actions. Et nous, on choisissait en fonction des besoins sur quelle action tel chirurgien serait déployé. Donc voilà un exemple pour l'action 1 de communication avec la famille. Ensuite, il y a une action qu'on avait définie au départ qui consistait à synthétiser les dossiers des patients sortants. Elle figure ici en bleu. En clair, l'idée c'était d'aider les MAR à finaliser les dossiers quand les patients allaient sortir. En fait, cette action, on ne l'a jamais activée parce que en fait, nos compétences ne sont pas suffisantes pour arriver à remplir correctement ces dossiers. Et il fallait que de toute façon, un MAR, on va dire, valide ces dossiers sortants. Finalement, le flux des patients sortants était relativement lent et finalement, cette action n'a pas été utilisée. Mais on l'a toujours néanmoins réservée au cas où un besoin s'était fait sentir. Donc c'est pourquoi vous la voyez avec ici une seule ligne, que finalement elle n'a pas été ou elle n'a jamais été utilisée. L'action numéro 3 qu'on a utilisée, c'est la participation à des réunions, on va dire, d'éthique, c'est-à-dire que lorsqu'une décision de nature éthique n'emportait pas le consensus auprès de l'équipe de réanimateurs, eh bien, il faisait appel à quelqu'un d'extérieur pour les aider avec un regard extérieur, donc objectif, qui n'était pas le nez dans le guidon, de les aider à prendre une décision. Cette action a été très très peu utilisée. En fait, elle a été utilisée 2 fois. Donc c'est pour ça, là encore, 2 fois depuis le début de la crise. Donc finalement très très peu, mais on l'a néanmoins conservée avec une seule ligne, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, il y a une quatrième action qui est donc qu'on a appelée, comme son nom l'indique, l'action 4, qui en fait aurait été aussi une action très importante. Hein. C'est l'action 1 et l'action 4 qui ont été les plus importantes. L'action 4, c'est retourner les patients. Bon, vous savez aussi bien que moi, même mieux, que la particularité des patients Covid, c'est que parfois certains s'améliorent en décubitus ventrale. Le problème, c'est que retourner les patients en décubitus ventrale, puis ensuite en décubitus dorsale, ce sont des manœuvres difficiles pour 2 raisons. La première, c'est que, il y a un risque de contamination des personnels qui effectuent ces manœuvres. Donc, il faut s'y parer, respecter les consignes. Et puis, surtout, ce sont des patients, ou une bonne partie d'entre eux, qui sont obèses. Et en général, il fallait 5 à 6 personnes pour effectuer ces manœuvres correctement.
Or, trouver 6 personnes pour retourner un certain nombre de patients par jour, alors qu'on est occupé éventuellement, que les réanimateurs ainsi que les infirmières et soignantes sont occupés sur d'autres patients, ce n'est pas forcément évident pour eux de le faire. Et en plus, les chirurgiens, surtout notamment ceux du rachis, ayant l'habitude de procéder à ces manœuvres, eh bien, on avait, nous, une certaine expertise, une certaine légitimité à participer à ces actions. Et donc, ça a été, je pense, les collègues MAR ont été vraiment très heureux qu'on puisse les aider. Euh, Plusieurs centaines de retournements qui ont été effectués depuis le début de la crise. Les appels aux familles, c'est plus de, je crois que c'est 600 ou 700 appels, enfin, ça représente un nombre d'heures considérable. Et c'est pourquoi vous voyez que cette action 4 qui est en rouge, en fait, elle est représentée ici avec un nombre aussi important de chirurgiens. Ce qui est important de noter, c'est qu'au début, on ne savait pas très bien comment procéder, et je crois que c'est cette expérience qui est importante à faire partager, c'est que c'était l'interne qui servait de relais. Alors il y avait la SSP1 qui appelait, l'interne qui appelait ensuite les chirurgiens, puis en même temps il y avait la 2 qui appelait, et puis l'USC, etc. Donc au bout d'un moment, on ne savait plus où donner de la tête, et donc on a apporté un peu de rigueur à tout ça, et on a imposé des horaires de retournement, et puis aussi on a divisé nos équipes en deux, de telle sorte qu'on avait dans des étages différents. Vous avez ici par exemple le troisième étage, ici le cinquième étage, donc on a fait des équipes différentes, puis aussi dans une autre partie de l'hôpital. Donc on a fait plusieurs équipes, de telle sorte que ce soit les mêmes équipes de retourneurs, on va dire, qui étaient destinées à telle ou telle équipe de réanimation. Et on a fixé les horaires stricts, de telle sorte qu'y compris le week-end, on ne vienne pas se déplacer pour rien, qu'il n'y ait pas de surprise entre les uns et les autres. Bien entendu, c'est pas parce que des horaires fixes étaient imposés qu'on ne pouvait pas réagir à une demande urgente. Et à ce moment-là, la demande urgente, elle était faite par l'intermédiaire de l'interne de chirurgie qui avait son téléphone. Et à ce moment-là, en cas d'urgence, on pouvait réagir plus facilement. Pour ça, je crois que c'est important de le signaler en termes d'efficacité. Enfin, une cinquième action qui a été instaurée dans un second temps, en fait, c'est une action, on va dire, surtout psychologique, parce qu'en fait, comme vous le savez, nous avons eu à Strasbourg une, comment dire, sursaturation des réanimations pendant quelques semaines, et un certain nombre de patients ont été transférés. Transférés alors par avion, par ambulance ou par train, par TGV, dans la France de l'intérieur, comme on dit en Alsace, surtout à l'ouest, et puis également à l'est dans les pays frontaliers, en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse. Le problème, c'est que parfois, ces patients perdus de vue, les équipes qui les ont pris en charge auraient bien avoir des renseignements sur leur état de santé, et un jeune interne de chirurgie était chargé de pister ces patients, d'appeler, d'écrire aux collègues, soit à l'étranger, soit en France, pour savoir un petit peu ce que devenaient ces patients et rendre compte ensuite aux équipes de réanimation pour leur dire ah oui, ouf, ce patient va bien ou va pas bien, etc. Ça, c'était le premier intérêt. Et le deuxième intérêt, c'était aussi de se préparer au cas où ces patients allaient mieux et allaient être rapatriés à Strasbourg, de se faire déjà une idée de leur état de santé. Alors, je voudrais terminer, pour ne pas monopoliser tout le discours, en vous disant quelle est un petit peu l'étendue de cette task force. Donc, vous voyez que tout le monde y a participé, ça c'est environ 90, 90 chirurgiens en tout y ont participé. Donc, vous voyez que ça correspond à peu près finalement à la répartition habituelle de chirurgiens dans des services universitaires, 36 internes, 18 chefs de clinique et assistants, 21 PH, 3 MCU et 12 PUPH. Voilà, tout le monde a participé. Et alors, si on regarde la courbe d'activité des actions que j'ai signalées tout à l'heure, eh bien, vous vous apercevrez, enfin, je ne vais pas noter ici les chiffres, mais disons qu'on a eu un pic, ça a énormément monté jusque on va dire début mars, mi-avril. On a eu des actions, hein, ça n'avait plus donné de la tête. Et depuis une bonne semaine, on va dire, là, ça commence à nettement diminuer.
à un tel point qu'on a arrêté l'action 4 là depuis 2-3 jours. On ne fait plus de retournement. De temps en temps, il y en a un ou deux, et à ce moment-là, bon, bah voilà, on n'a pas forcément besoin de la task force. Et on continue encore à appeler avec les familles. On va dire qu'il y a à peu près un tiers des appels par rapport aux appels précédents, puisque le nombre de patients, heureusement, a nettement diminué. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur l'organisation de cette Surgical Task Force qui a permis, je pense, enfin nos collègues à l'ESIS en étaient ravis, de les aider et puis d'occuper aussi les chirurgiens qui se sentaient un petit peu désœuvrés. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Donc, effectivement, on voit très organisé Strasbourg, là, c'était effectivement assez super. Donc, maintenant, on va voir avec Mohamed. Alors, à Paris, je sais que les chirurgiens ont été aussi très investis. Comment ça s'est un petit peu organisé chez vous? Bonjour, donc je vais présenter un peu l'expérience de l'hôpital Beaujon qui fait partie de l'équipe APHP sur Paris. Écoutez, l'expérience était presque semblable à celle de Strasbourg. Donc nous, l'hôpital Beaujon qui avait surtout l'esprit de spécialité chirurgicale, on se trouve avec cette épidémie, cette crise de Covid réunis tous avec l'équipe de réanimation et l'équipe d'internistes pour essayer de les aider comme on peut. On n'a pas tardé à créer une unité de crise qui a rassemblé un représentant de chaque pôle. Donc, il y avait le professeur Rousseau qui représentait le pôle de chirurgie, le docteur Gauss avec le professeur Pogam qui représentait l'équipe d'anesthésie et réanimation, le docteur Korkos qui présidait cette comité. Et au cours de cette comité, on a essayé d'organiser les affaires pour gérer le mieux possible cette épidémie. Du coup, pour essayer de séparer, comme vous le savez, on gère des pathologies tumorales, surtout en digestif et aussi en orthopédie. On a essayé de séparer les patients Covid négatifs des Covid positifs. On n'a pas tardé à déménager, à laisser les premiers étages pour l'hospitalisation des Covid. Bien sûr non réanimatoire. On a aménagé les services de réanimation qui, au début, on les a divisés en Covid- et Covid+, et au fur et à mesure, il y avait du terrain qui était pris par les Covid+. On a été même obligé à ouvrir une unité de réanimation qui a été délaissée pour un certain moment pour augmenter le nombre de réanimations et augmenter le nombre d'astreintes et de gardes des réanimateurs. Nous, en tant que chirurgiens, on a vu que notre activité a vraiment baissé plus que de moitié, puisqu'on se trouve avec l'activité de chirurgie froide qui a été presque annulée. On a gardé que tout ce qui est mono-traumatisé et polytraumatisé. L'hôpital Beaujon, il est vraiment connu pour gérer les polytraumatisés, donc on est resté presque le seul centre qui accueille les polytraumatisés, tout en sachant que la Pitié, le Kremlin-Bicêtre, ils ont été submergés par le Covid, ils ont arrêté toute activité de traumato. On a essayé de coordonner avec nos collègues anesthésistes pour savoir le nombre de patients qu'on peut accepter par jour et coordonner et essayer de faciliter leur prise en charge, que ce soit en pré-hospitalier qu'en post-hospitalier. On a sollicité aussi le centre de rééducation pour qu'il nous aide dans le sens d'évacuer le maximum possible de patients opérés ou traités orthopédiquement et de façon générale pour nous aider d'alléger un peu notre capacité d'hospitalisation. Côté organisationnel, donc comme je vous ai dit, on a essayé de séparer un petit peu tout ce qui est Covid plus et moins, surtout qu'il y a pas mal d'hospitalisés immunodéprimés sous chimiothérapie pris en charge par les chirurgiens hépatodigestifs. La comité de crise a créé un logiciel Google Drive, là où tous les chirurgiens et les médecins sont mis pour remplir et pour faire des tâches afin d'aider nos collègues réanimateurs et internistes. Comme tâche, je peux citer, par exemple, nous on l'appelle le KERA, c'est un service qui est tout proche des urgences et dédié au dépister les Covid+, pour toute personne ayant des symptômes respiratoires. La PHP a créé un logiciel qu'on a appelé Covidom, qui va servir à suivre tous les patients diagnostiqués positifs et dont leur état de santé ne nécessite pas une hospitalisation, parce qu'on a remarqué que malheureusement au 5e jour, il y a des cas d'aggravation et de détresse respiratoire. Pour ne pas les perdre et pour ne pas les hospitaliser, on a créé ce logiciel et on les suit quotidiennement
pour s'informer de leur état de santé, est-ce qu'ils nécessitent une hospitalisation ou ils ont pu passer le cap. On a créé aussi, toutes ces tâches sont en fait réparties entre surtout les chirurgiens parce que les internistes, ils se sont occupés des patients hospitalisés dans les secteurs, dans les étages dans l'hôpital. Les réanimateurs, ils sont débordés par le nombre de cas qu'on a reçus intubés avec le retournement, les soins. Donc, on a vu que les meilleurs médecins qui sont aptes de faire ces tâches, c'est surtout les chirurgiens. On a essayé aussi d'aider dans les étages pour faire un peu des prescriptions, d'examiner les patients, de les ausculter, assister au staff des internistes et surtout les aider à faire les prescriptions. Avec le temps, on a vu aussi que nos collègues réanimateurs et les infirmiers en réanimation, ils sont très débordés côté réanimation. Donc, on a essayé, nous, les orthopédistes, surtout qu'on fait la chirurgie du rachis, de les aider pour le retournement, tout en sachant qu'on a l'habitude d'installer les patients en décluse ventrale. Et ça s'est passé. Donc, au début, on s'est mis à développer une équipe qui se compose de 5 personnes en moyenne, avec l'aide des kinés, nos chefs de chirurgie, les internes et les externes. Au fur et à mesure, et avec le pic qu'on a eu début avril, on a estimé que le nombre n'est pas suffisant parce qu'on tournait en moyenne une vingtaine de patients par jour et on a décidé de renforcer cette équipe pour avoir 2 équipes par jour. Donc le principe c'est simple, on se réunit le matin à 10 heures du matin devant les salles de réanimation, on passe service par service et on voit à peu près quel nombre de patients à retourner par jour. Donc d'une manière générale, on fait un compte de patients le matin et l'après-midi, il essaye de tourner les patients toutes les 12 heures en moyenne. Et en fonction du nombre, on se répartit pour les aider. Je crois que cette tâche les a beaucoup soulagés dans le sens, ça reste quand même une activité physique. C'est pas très évident d'emplacer les bio et bien adapter les patients. D'autant plus qu'on a remarqué que la majorité des patients sont un BMI assez consistant. Donc ils sont tous de grand poids et le fait de les aider même physiquement, ça soulage les équipes et on a bien vu le soulagement, que ce soit le soutien psychologique que le côté physique du retournement. On a essayé aussi de rapprocher un petit peu les familles de leurs proches. Donc, on a créé une entité qu'on a appelée Covisite, qui a été présidée par le professeur Hamel et le professeur Boyer et d'autres pôles, d'autres chefs de diverses spécialités. Je faisais partie de cette équipe. Donc le principe, c'est surtout de se mettre en contact avec l'équipe. Donc du coup, les visites sont permises que pour les patients hospitalisés en réanimation. Pour tout ce qui est hospitalisation en service non réanimatoire, pour l'instant, on a interdit tout type de visite. Pour éviter effectivement tout risque de contamination. On s'est mis d'accord avec nos collègues réanimateurs et surtout avec notre collègue le docteur Goss qui régulait ces co-visites, de appeler seulement les familles là où les patients sont en train de se dégrader sur le plan vital ou les patients en cours de décès. On s'est arrangé, on prend la liste de nos collègues réanimateurs, on fait un roulement et chaque chef de pôle appelle les patients le matin à 10 heures du matin. On les explique que malheureusement, on n'est pas là pour les donner des informations médicales parce que c'était pas notre rôle et surtout on ne voulait pas rentrer en conflit avec nos collègues réanimateurs. Notre but c'est surtout d'alléger leurs tâches. Donc on les appelle, on l'envoie par un email. Une autorisation d'entrée devant l'hôpital. C'est une visite individuelle, donc il faut ils ramènent pas leurs proches. On essaye de les protéger par des masques et du gel hydroalcoolique et on les achemine jusqu'au le lieu de l'hospitalisation de leurs proches. Donc ça a permis d'alléger la tâche des
réanimateurs dans le sens, ils ne sont pas obligés de chercher et de organiser l'horaire exact de ces réunions. Par contre, tout ce qui est divulgation d'informations médicales, ça nous dépasse dans le sens où on ne veut pas rentrer en conflit avec et laisser en souci nos collègues réanimateurs. Donc, je vais partager un peu mon écran pour vous montrer le logiciel Google Drive qu'on a créé et que vraiment, je suis fier de faire partie de cet hôpital parce que le jour où on mettait une case, une tâche nouvelle qui se rajoute, on se trouve même pas 2 heures après, toute la colonne qui est remplie par des volontaires. Et je dis bien des volontaires, c'est-à-dire tous les chirurgiens se sont mis volontaires pour qu'on s'entraide durant cette crise. Je mets mon écran en partage. D'accord. Et vous voyez, donc ça, c'était notre Google Drive géré par la comité de crise avec les hospitalisations Covid. Donc pour le CARA, on a essayé d'alléger un peu la tâche on a créé une astreinte de 9h à 13h et une autre de l'après-midi de 13h à 18h. On a essayé de faire toute la liste des seniors et des internes. Donc, je vous montre juste le tableau de retournement qu'on a créé aussi. Donc, on est parti tout d'abord dès le début, à partir du 31 mars, avec une seule équipe de retournement. Au bout d'une semaine, on atteint le pic et on a décidé de faire 2 équipes avec des chefs d'équipe, ce sont des chefs d'orthopédie. Chaque équipe, ça consiste en moyenne en 5 personnes. Je remercie vraiment nos externes, nos internes et les kinés qui nous ont aidés vraiment pour assurer cette tâche. Et chaque jour, il y a la répartition en fonction des chefs, donc pour assurer cette tâche. On a essayé aussi donc de nous répartir parce que certes, on essaye d'aider nos collègues réanimateurs. Entre-temps, on a des traumatisés à gérer. On a gardé l'activité de traumato et on a continué à recevoir des polytraumatisés. Je vous l'avoue qu'il y a durant 2 semaines, on a géré pas mal de défenestrés avec l'état de confinement et pour les patients qui sont un peu limites sur le plan psychologique. Donc, pendant 2 semaines, on a reçu presque tous les jours 2 à 3 défenestrés par jour. Qui ont nécessité bien sûr des chirurgies de rachis, des chirurgies des membres inférieurs. Pour l'instant, heureusement qu'on constate que l'épidémie elle est en train de s'améliorer côté nombre, donc on s'est permis de reprendre doucement notre activité forward. Donc on s'est mis d'accord avec nos collègues anesthésistes pour bien cibler et choisir les patients qui sont avec le moins risque possible si jamais ça s'infecte sur le plan vital. Donc on a commencé par les pathologies un peu légères comme tout ce qui est chirurgie de pied, chirurgie de la coiffe. Chaque semaine, on envoie la liste au réanimateur. Il évalue en fonction du poids, des antécédents du diabète et on essaye de sélectionner les patients afin de commencer doucement notre activité froide. Bien sûr, tout ça se passe après le consentement du patient, c'est-à-dire on l'appelle, chaque semaine on les appelle, on leur explique la situation, que malheureusement le Covid, ça ne va pas durer 1 ou 2 mois, ça va durer au minimum 5 à 6 mois pour ne pas dire 1 ou 2 ans, et que du coup on est obligé de confronter ce risque d'infection par le Covid, que ce soit dans 2 mois ou dans 6 mois. Une fois qu'on a eu le consentement bien sûr éclairé et signé par les patients dans le sens qu'ils acceptent le risque de contamination et qu'ils ont été informés par leur chirurgien, on essaye de les éloigner, faire le diagnostic par le PCR à la veille de l'hospitalisation, on les hospitalise un peu isolés, loin des Covid et on essaye de gérer avec le centre de rééducation pour qu'ils le reprennent le plus tôt possible. J'espère que j'étais clair sur le partage de notre expérience ici à Bougeant. Ça fait vraiment chaud au corps dans le sens, on a travaillé toujours en équipe avec notre équipe de réanimation. Ils nous ont aidés pour gérer nos patients un peu compliqués, les polytraumatisés. Maintenant, on se sent, nous, en obligation de les aider. On a fait de notre mieux pour
essayer de nous harmoniser, essayer de faire les tâches là où on s'est senti utile et apte à les faire. Et pour l'instant, je crois qu'on gère très bien et on a pu gérer le cap du Covid. Pour l'instant, on touche du bois. Je trouve qu'il y a des lits de réanimation qui sont en train de se libérer. Il y a même des étages qui ont été évacués pour être réaménagés et accueillir les spécialités chirurgicales et faire commencer une activité de froid. Ça n'empêche qu'on est encore toujours on est toujours en garde dans le sens si jamais on voit que le nombre augmente, on peut régresser notre activité de froid bien sûr et traumatologique parce qu'il y a pas mal de cliniques qui sont mis en disposition pour nous aider si jamais on est débordé. D'accord, ben merci beaucoup. Donc, je vois qu'effectivement, vous avez commencé à reprendre l'activité froide, hein. Donc, Oui. même l'orthopédique, effectivement, bon, les cancers, voilà, mais l'orthopédie, il y a aussi beaucoup de chirurgie fonctionnelle, etc., qui sont importantes. Donc là, vous avez déjà recommencé un petit peu cette chirurgie-là, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour la chirurgie tumorale, on a été obligé de continuer parce que malheureusement on se trouve avec des lésions néoplasiques instables et qu'on ne peut pas laisser ici avec le risque de complications neurologiques. Donc la pathologie tumorale, on ne l'a pas arrêtée. La pathologie de traumatologie, de polytraumatisés, on a fait de notre mieux. Les polytraumatisés, on était obligé de les accueillir. Par contre, tout ce qui est monotraumatisme, on l'a géré en fonction de disponibilité des places avec les cliniques. Et maintenant, on commence à programmer doucement la pathologie froide, tout ce qui est douleur très importante, des lombocytalgies hyperalgiques. On essaye en fonction de leur état de santé de peser le pour et le contre, en fait, entre le risque de avoir le Covid et de se compliquer et entre le risque de rester alité chez lui avec les lombocytiques. Vous voyez, on essaye de faire un compromis avec nos collègues anesthésistes qui sont très gentils. Donc, malgré leur crise, ils sont réussi à nous ouvrir des créneaux de consultation pour voir les patients plus ou moins urgents, pour bien les programmer, pour qu'ils soient vraiment en sécurité. D'accord, ben ça c'est très important. Donc du coup, on va revenir avec vous, Philippe Liverneau, à Strasbourg. Donc du coup, vous, est-ce que l'activité chirurgicale réglée commence à reprendre aussi? Comment ça s'organise cette reprise? La réponse va être simple, c'est non. En ce qui concerne l'activité réglée, aucun patient n'a encore été ni contacté ni reprogrammé. Pour une raison très simple, c'est que certes, comme l'a dit notre collègue de Beaujon, effectivement, nous sommes en train de vivre une nette diminution de l'activité en réanimation. Toutefois, on est à presque 2 fois la capacité de réanimation à Strasbourg. On a été jusqu'à 3 fois. Dans ces conditions, il n'est pas possible de libérer des créneaux de chirurgie réglée. Alors, bien entendu, je vous avoue que beaucoup de chirurgiens orthopédistes réfléchissent et nous avons créé une petite cellule au sein de notre pôle pour commencer effectivement à réfléchir aux modalités de reprise qui seront celles qui viennent d'être réduites, comme par exemple faire signer un consentement au patient, les tester avant. Enfin bon, pour le moment, c'est rien du tout, quoi. Il n'y a aucune activité programmée. On était jusqu'à il y a quelques semaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une activité de stricte urgence, mais vraiment urgence, c'est-à-dire comme si on travaillait le week-end et la nuit. C'est-à-dire que quand vous avez des patients carcinologiques qui ne sont pas en état de défaillance virale, eh bien, ne verrez pas. Depuis environ, on va dire, une quinzaine de jours, on a commencé à reprendre ces patients. Donc aujourd'hui, on fait, on va dire, les sepsis aigus, on fait la traumatologie qu'on ne peut pas transférer dans les établissements PHT. Alors, et bien entendu, la carcinologie qui a repris depuis quelques temps. Il faut bien comprendre que ces différences qu'on peut voir avec la PHP, que notre collègue vient de décrire, sont probablement liées au fait que la structure de la région est complètement différente. Nous, on n'est qu'un seul CHU et effectivement, on a plein d'établissements publics satellites et puis des cliniques privées dont certains participent aux activités de réanimation,
mais non pas nous n'avons pas la possibilité de faire comme à la PHP, de spécialiser certains établissements dans telle activité ou dans telle autre. C'est peut-être la raison pour laquelle on est encore en sursaturation et on n'est pas en mesure aujourd'hui de reprendre la moindre activité programmée. Alors, pour un tas de raisons, pour les raisons que je viens d'indiquer, c'est de saturation des réanimations, x2, alors qu'avant c'était x3, et aussi par mesure d'économie des produits d'anesthésie, hein, Propofol, par exemple. On est à peine à 2 semaines, donc se lancer dans des interventions programmées actuellement nous paraît un petit peu risqué au cas où il y a une deuxième vague qui arrive et qu'on se retrouve sans produit de réanimation. C'est un petit peu la consigne qui a été donnée au sein de l'ARS Grand Est, c'est d'interdire pour le moment toute activité d'activité programmée. En revanche, bien sûr, grâce à nos collègues anesthésistes qui verraient quelques créneaux là en ce moment puisque l'activité diminue, on est en mesure de rattraper un certain nombre de semi-urgences comme des septiques, des prothèses de hanche infectées par exemple, qui attendent depuis un petit moment. Et bien là, on va être en mesure effectivement de les opérer. Voilà. Et l'activité programmée aujourd'hui, c'est zéro. Bien qu'évidemment, on y réfléchisse comme je l'ai indiqué. Alors, la SOFCOT, qui vous connaissez, qui est la Société française de chirurgie orthopédique traumatologique, a organisé un webinar qui aura lieu mercredi qui arrive, là, dans 2 jours, à 18h, je crois, jusqu'à 19h30. Et va nous donner des pistes de réflexion, on va dire officielles, de cette société d'orthopédie pour des modalités de reprise de l'activité programmée. Donc on attend tous avec impatience les consignes qui vont nous être données par la Cité Savante. Il va falloir mettre en parallèle avec les consignes locales des ARS, qui ne seront pas forcément les mêmes d'une région à une autre. Et je crois qu'il faut quand même être très très prudent en matière de reprise d'activité programmée, fait justement du peu de visibilité sur les produits d'anesthésie. Il n'y a pas que ça aussi chez nous, comme à Paris, je suppose, c'est ce qu'on a été les plus touchés, les personnels sont épuisés. Et on a eu, on a eu des anesthésistes venant d'autres régions, de l'ouest de la France, et même du sud. On a eu des collègues de Nice, de Lorient, de Nantes, de Lyon, j'en oublie qu'ils me pardonnent, venus prêter main forte à nos collègues, qui leur permet de souffler un peu, parce que si nous, les chirurgiens, on n'est évidemment pas en suractivité actuellement, eux, en revanche, ils le sont. Mais il n'y a pas que les médecins anesthésistes, il y a aussi les infirmières anesthésistes et les IBOD qui ont été, ainsi que les infirmières et aides-soignantes des services d'hospitalisation, qui ont toutes été redéployées sur les services de réanimation. Et ils ont fait preuve, là il faut le saluer quand même, d'une capacité d'adaptation extraordinaire. Je dois aussi saluer comme l'a dit tout à l'heure Mohamed, l'état d'esprit qui règne actuellement dans les différents corps de métier et les différentes spécialités est un état d'esprit, on va dire, on est tous solidaires dans la même direction. Ces personnels soignants est épuisés et donc leur imposer un rythme tel qu'on l'a connu avant, comme l'a souligné d'ailleurs Mohamed, est impossible pour le moment. Ça va probablement mettre des mois, d'autant plus que les épidémiologistes nous préviennent. On va peut-être se trouver dans une logique de stop and go. Hein. On va déconfiner, et ensuite peut-être que ça va resaturer les services de réanimation, on va reconfiner, puis ensuite, quand ça va un peu mieux, redéconfiner, etc. J'ai lu quelques articles qui projettent que la situation de stop and go, si on n'a pas de vaccin avant, bien entendu, pourrait aller jusqu'à novembre 2021. Et donc, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on se prépare à adapter nos pratiques. Attention, parce qu'il faut qu'on trouve un juste équilibre
Alors moi je parle pas d'économie, hein, là c'est pas notre problème. Il faut qu'on trouve un juste équilibre entre arriver à ne pas saturer nos capacités de réanimation, mais ne pas non plus faire trop attendre ces patients non Covid qui attendent une prothèse de hanche ou qui attendent d'un canal carpien. Donc, quand il est banal, c'est pas grand-chose, mais quand c'est un canal carpien sévère qui empêche de dormir toute la nuit, et qu'en plus on rumine et qu'on est complètement confiné, bah, aller faire une intervention sous anesthésie locale pourrait effectivement faire du bien. Mais on n'en est pas là encore actuellement. On n'est pas en mesure de le faire parce que à Strasbourg, la situation est encore assez tendue. D'accord, eh ben, merci beaucoup. On voit effectivement que les situations sont différentes en fonction des endroits, hein, et de l'impact qu'a eu le Covid. Bon, bah, évidemment, dans l'Est, très touché. À Paris aussi très touché, mais vu l'ampleur de la PHP, effectivement, les situations, même au sein de la PHP, sont différentes, hein, comme l'a rappelé Mohamed, entre le Kremlin-Bicêtre, par exemple, et Beaujon, la situation n'est pas exactement la même. Donc, effectivement, on voit qu'il y a dans un endroit un peu de chirurgie programmée qui a pu recommencer. Majoritairement, ce sera de la semi-urgence qui peut être reprise, et puis on continue à faire les urgences. Bon, donc on va arriver dans cette deuxième phase, hein, la phase de reprise. Ça va être un peu hétéroclite en fonction des endroits. En tout cas, c'était, voilà, on pense important à l'ASFAR d'avoir aussi la vision de nos camarades chirurgiens qui sont à nos côtés toute l'année, pour voir que tout le monde, comme vous l'avez dit, Philippe, s'est impliqué dans cette crise et que chacun à son niveau a oublié ses activités habituelles et puis a essayé d'aider au mieux qu'il pouvait dans cet hôpital, enfin clinique, dans le système de santé français qui, on le voit, quand même reste très adaptable et heureusement a pu faire face à cette crise. Mais je tenais à vous remercier tous les deux pour tout ce que vous avez fait, qu'ont fait les chirurgiens, les autres corps de métier. Et puis c'était intéressant d'avoir ce retour d'expérience. Ben, merci beaucoup à vous. Au Merci revoir. beaucoup, c'est très gentil. On est content de partager l'expérience ensemble. Pareil, merci beaucoup et bon courage à tous. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir, bon courage. Nous sommes avec le docteur Yann Nguyen, qui est médecin interniste à l'hôpital Beaujon, qui s'est transformé en infectiologue spécialiste Covid pendant cette crise et qui donc, comme tous nos amis médecins internistes et infectiologues, ont été évidemment en première loge de la crise, puisque c'est eux qui ont reçu les patients avant même les anesthésistes réanimateurs, puisqu'ils ont hospitalisé les premiers patients en service d'hospitalisation. Donc bonjour Yann. Bonjour, bonjour. Donc Merci à tous de m'accueillir dans ces webinars. J'en suis très honoré. c'est avec plaisir. Donc, vous, comment s'est un peu organisée cette crise Covid au niveau des services de médecine interne et d'infectiologie? Comment vous avez ouvert des lits au fur et à mesure pour accueillir tous ces patients? Ça a été un énorme travail, je suppose. Alors oui, tout à fait, hein. Alors sur notre expérience à l'hôpital Beaujon, parce que je vais parler de mon hôpital, euh, tout s'est réorganisé à une vitesse assez incroyable. On a essayé de prioriser un petit peu l'endroit, la localisation des malades qui étaient Covid pour pas qu'ils soient en contact avec les malades non Covid. Et tout l'hôpital a été mis à contribution, toutes les administratifs, toutes les spécialités. Donc ça a commencé par les chirurgiens qui nous ont cédé leurs étages d'hospitalisation. Ils ont fusionné parce que leur activité a été réduite. Et très rapidement, on a pu ouvrir des unités Covid dans tout l'étage de chirurgie digestive, puis dans l'étage de chirurgie orthopédique, ce qui nous faisait très rapidement une 90 lits d'hospitalisation conventionnelle. Alors, qui travaillait dans ces équipes? Il n'y avait pas que nous, les internistes infectiologues, mais vraiment toutes les spécialités médicales, les gastro, onco, mais également gériatres, même les cardiologues et autres. Beaucoup de spécialités différentes se sont mis chacun à la tête d'une unité Covid d'une douzaine de lits, en général pour l'hospitalisation classique, subordonnés par un ou plusieurs internes et parfois des internes de chirurgie qui nous ont épatés par leur motivation et par leurs compétences. Tout ça coordonné un petit peu effectivement par plusieurs médecins qui étaient dans notamment les internistes ou d'autres gastro-entérologues qui faisaient un petit peu les chefs d'orchestre dans ces unités. Les infirmières étaient des infirmières non spécialisées, des infirmières de chirurgie, et les choses ont été d'une fluidité extrême grâce à la contribution de chacun.
tous ceux qui n'avaient pas ne se sentaient pas aptes à gérer une unité Covid de médecine avaient également leur rôle. Hein. Même les biologistes et les autres médecins, d'autres chirurgiens ont fait partie du centre de dépistage des soignants, hein, pour rappeler les malades. Certains ont été à la tête de téléconsultations pour le suivi des malades. Des internes de chirurgie qui n'étaient pas affectés nous ont rejoints dans la cellule de bed management pour caser les patients ensuite dans les SSR ou même dans des hôtels ou même à domicile avec de l'oxygène. Et globalement, tout a été fait extrêmement rapidement, avec une très bonne fluidité, et c'est quelque chose dont on a vraiment tous été agréablement surpris de l'évolution des choses avec la PHP. Voilà, donc ça c'était à peu près sur les unités Covid, et par ailleurs il y a d'autres médecins qui nous ont aidés en faisant une unité co-visite pour aider les patients à avoir de la visite avec des conditions sanitaires possibles. Co-visio également, avec les équipes de neurochirurgie qui se baladaient avec le PC, avec la caméra pour pouvoir faire des visites des patients qui n'avaient pas de téléphone ou autre. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, et puis enfin voilà, il y a une très bonne émulation qui s'est faite dans notre hôpital et dans d'autres hôpitaux, j'en suis sûr également. Oui, c'est ce qu'on a vu avec nos amis chirurgiens, effectivement. Alors, il y a une question qu'on s'est tous posée, là, et donc ça tombe bien, en plus vous êtes interniste, donc vous avez beaucoup de malades qui sont non infectieux ou non Covid habituellement, et on se demande tous, là, où sont passés tous ces malades, parce qu'on a ouvert des centaines de lits Covid, et donc il y a quand même des malades que vous avez l'habitude de voir, donc que sont devenus tous ces malades? Oui, tout à fait, c'est une très bonne question, et on se la pose aussi également. Alors, la plupart de nos malades qu'on suit de manière chronique, on a tout fait pour garder le suivi, pour ne pas les faire venir à l'hôpital, mais organiser des téléconsultations, également pour être très disponible pour répondre par email. On essaie de temporiser le maximum possible pour les malades qui étaient chroniques, qui n'avaient pas besoin d'être hospitalisés, qu'on suit d'habitude en consultation. Pour les autres malades, on s'est organisé. On avait moins de lits disponibles, mais on a essayé de s'organiser qui n'avaient pas le Covid et qui avaient besoin d'être hospitalisés dans nos services, dans des unités dans notre unité de médecine interne. On a gardé un nombre de lits qui était un peu plus faible qu'on avait par rapport à d'habitude, parce que les patients n'étaient pas là spontanément. Mais c'est vrai que les patients qui chauffaient un petit peu les semaines précédentes, dont on avait un peu perdu contact avec l'hôpital, ceux-là, on a essayé de les tracer, de les appeler, de les avoir en téléconsultation, et parfois les faire venir en évitant au maximum les transports, si jamais ce n'était pas nécessaire pour pas qu'ils ne se contaminent. Mais effectivement, il y a deux malades qui auraient eu besoin d'hospitalisation dans cette période, qu'on a sûrement loupé, hein, parce qu'ils sont pas venus à l'hôpital, parce qu'ils ont eu peur de venir, et donc c'est ce qu'on a peur dans les prochaines semaines. Pour l'instant, ça reste correct en termes de demande, mais on s'attend peut-être dans les semaines qui viennent à une recrudescence de maladies chroniques qui sont complètement décompensées, de cancers qui ne sont pas diagnostiqués, qui sont diagnostiqués avec délai, ou d'autres pathologies auto-immunes notamment qui sont parfois peut-être en poussée, mais qui ont minimisé leurs symptômes. Oui, ça c'est un problème, effectivement, il va falloir qu'on évalue tout ça. Comment s'est passée un petit peu la coordination avec les collègues de l'anesthésie et réanimation, là en réanimation? Vous alliez en réanimation de temps en temps, vous aviez des réanimateurs qui venaient chez vous, comment s'organisait le patient qui devenait grave et qu'il fallait transférer, vous avez organisé ça comment un petit peu? Alors tout à fait, ça ça a été quelque chose également d'extrêmement fluide. À Beaujon, on a créé une unité qu'on appelait pré-réanimateur, pré-réanimation. Une espèce de petite USC sans réanimateur avec les internistes, aussi les urgentistes, où à tour de rôle, on était responsable de cette unité-là, avec des infirmières qui n'étaient pas des infirmières de réanimation, qu'on a dû former un petit peu, où on mettait une unité tous les malades qui étaient graves, sans avoir tout de suite les critères de réanimation, mais qui dépassaient rapidement les 6 litres d'oxygène, par exemple. Et cette unité était géographiquement entre les urgences et la réanimation, à 2 pas de la réanimation.
Quand on était dans cette unité, tous les malades, du coup, dans les dans les étages, nous appelaient pour transférer les malades un peu graves pour qu'on les surveille, parce qu'on avait plus d'infirmières, plus de matériel, plus de saturomètres, plus d'oxygène, et les réanimateurs qui faisaient un peu un tour avec nous de tous les malades, et on les voyait pratiquement tous les jours, plusieurs fois par jour, pour dire attention, lui, il chauffe. Et comme ça, les réanimateurs pouvaient voir à l'avance qui ils allaient devoir intuber ou prendre, admettre en réanimation au cours de la journée, au cours de la nuit. Et ça a franchement bien amélioré. Alors moi je suis arrivé en novembre à Beaujon, je connaissais pas tout réanimateur, mais là avec cette période de temps, ça a vraiment facilité nos relations et franchement fluidifié vachement les réanimations, les relations avec les réanimateurs. Hein, et je les remercie beaucoup mes collègues réanimateurs de Beaujon pour ça. Voilà, donc on avait cette unité-là et progressivement on est monté en puissance quand les besoins en place de réanimation augmentaient partout en France et aussi dans notre hôpital. Quand la réanimation commençait à être limitée sur le nombre de lits, on a pris une partie des malades qui étaient sous Optiflow. Avec nos collègues qui nous ont formés à la fois nous et les infirmières à l'Optiflow. Aussi à de la CPAP aussi un petit peu, enfin des petits moyens qui nécessitaient pas forcément d'avoir des infirmières de réanimation et un ventilateur, une ventilation mécanique. Et avec ça, on a pu réussir à en passer quelques-uns sans avoir eu besoin de les intuber. Bien sûr, avec l'aide de nos collègues réanimateurs qui venaient les évaluer, qui étaient au courant que ces patients étaient juste à côté et qu'ils étaient à risque aussi également de passer dans leur service. Donc voilà, on a fait un peu une petite annexe de la réanimation avec nos moyens du bord et ça a plutôt bien marché. Hein, c'était très cool. Oui, c'est super. On voit vraiment que la coordination était extrêmement importante entre les différents secteurs d'hospitalisation, l'AREA, les infectiologues et autres. Et effectivement, ça a permis de traiter un maximum de malades sans perte de chance, en graduant les soins en fonction des endroits. Et ça, c'est vraiment majeur Voilà, comme et complètement. Et on participait du coup ensemble à des réunions communes pour les réunions thérapeutiques pour nos recommandations locales avec nos réanimateurs et les internistes et les personnes qui étaient impliquées, les pharmaciens également, les hémostadiens pour tout ce qui est question de thrombose. Et également, on a mis en place, enfin les réanimateurs avaient mis en place des staffs éthique plusieurs fois par semaine, dans lequel il y avait un intervenant extérieur à la réanimation, souvent nous par exemple en médecine interne, pour que ce soit nos patients ou leurs patients pour discuter un petit peu d'intensité des soins, de combien à tenir, et puis que tout le monde soit au courant. Donc avec ça, tout le monde était un petit peu tenu au courant des choses. super. Euh, Autre question importante, le traitement. Parce qu'on l'a bien vu, pour l'instant, on n'avait pas de traitement. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques, hein, on va pas y revenir, mais il y a pas mal de recherches en cours. Vous y avez participé, comme nous, hein, notamment en dehors de la réanimation, parce que c'est aussi important si on peut stopper la maladie avant la réanimation. Donc là, qu'est-ce que ça donne actuellement? Là, les recherches, il y a des choses qui bougent un petit peu au niveau des traitements. Alors oui, tout à fait. Donc je suis assez honoré de vous tenir parce que les résultats sont tout frais d'il y a quelques heures. Bon, on n'a pas encore tous les chiffres, mais sur Beaujon, on a eu la chance de participer à un essai thérapeutique qui s'appelait Core Immuno 19, qui testait plusieurs immunothérapies dans la tempête cytokinique, à la fois pour les malades de médecine qui étaient un petit peu graves, à plus de 3 litres, voire plus à 5 litres d'oxygène, et aussi pour les malades de réanimation. Plusieurs médicaments, notamment les anti-IL-6, ont été utilisés, le sarilumab notamment et le tocilizumab, qui a été utilisé dans cet essai. Et là, bon, l'essai a été fait à une vitesse record, hein, entre le moment où il a été déposé et écrit, le moment où les premiers patients ont été inclus, il s'est passé une semaine. Ça, c'était enfin, toute l'organisation qui a été faite par les investigateurs coordinateurs,
Xavier Mariette, Olivier Hermine de l'hôpital Necker et Philippe Raveau de l'hôtel Dieu. Tout a été fait très rapidement et de manière très fluide. Et sur Beaujon, entre le moment où on a appelé pour participer à cet essai et où on a inclus le premier malade, il s'est passé 48 heures. Donc c'était d'une rapidité extrême. Nos collègues de réanimation ont aussi participé de manière très active et ça, je leur remercie beaucoup. Et là, on vient d'avoir des premiers résultats pour les malades non réanimation, donc des malades qui sont en médecine ou dans l'essai tocilizumab versus standard of care. L'essai aurait atteint son critère de jugement principal. On n'a pas encore des données chiffrées. On vient juste d'avoir un communiqué de presse de Martin Hirsch de la PHP. On va avoir des résultats plus détaillés dans les heures, dans les jours à venir, j'en suis sûr. Je n'ai pas encore de données pour les malades en réanimation où l'essai a été aussi conduit, mais on va les avoir assez vite si ce traitement-là peut agir ou si malheureusement il est peut-être déjà trop tard quand les malades sont déjà intubés. Ça, je n'en ai pas la réponse pour le moment. Et là, en dehors des essais thérapeutiques, ce qui a été aussi très intéressant, c'était de discuter avec les réanimateurs de toutes les problématiques, parce que les internistes, on aime bien mettre des corticoïdes sur tout ce qu'on voit, ça c'est sûr, et notamment dans la phase inflammatoire du Covid, et ça a été l'objet de beaucoup de discussions extrêmement intéressantes, parce que c'est vrai que nous, on ne sait pas ce qui se passe après chez un malade sous corticoïde qui est intubé avec la paralysie du système immunitaire, et ça a eu lieu de donner beaucoup de discussions très intéressantes qui, je pense, nous ont amélioré dans un sens comme dans l'autre. Ça, de manière hors essai pour les médicaments dont on n'avait aucune certitude qu'ils marchaient ou non. Très bien, oui, c'est encourageant. Donc les premiers résultats arrivent très rapides par rapport à la lenteur malheureusement de la recherche habituelle. Donc là, on a des résultats très rapides. Donc on espère qu'on va pouvoir effectivement avoir des traitements qui arrivent. On se prépare quand même à avoir une seconde vague qui est potentielle chez vous du côté infectiologue, médecine interne. Est-ce que vous vous êtes préparé à une potentielle deuxième vague avec le déconfinement? Vous vous organisez déjà au cas où? Tout à fait. Donc là, l'activité en médecine a fortement chuté pour les patients Covid. On a beaucoup réduit notre activité. On a pu fermer un étage, même plusieurs unités. Le nombre de malades hospitalisés non en réanimation a largement chuté. Et maintenant, on voit un profil très différent en ce moment, plus des malades qui venaient pour autre chose et qui sont détectés Covid positifs parce qu'ils sont dépistés de manière systématique avant les hospitalisations, mais qui n'ont aucun besoin en oxygène, qui viennent pour des rétentions aiguës d'urine ou des traumas ou d'autres choses. Mais néanmoins, effectivement, là, ça nous permet un peu tous de souffler un petit peu côté médecine, parce qu'on a beaucoup moins de malades, en profiter pour reprendre en charge les malades non Covid. Toutes les différentes spécialités ont pu reprendre un petit peu leur activité de manière adaptée et avant effectivement qu'on se reprépare à l'éventualité d'une deuxième vague. Effectivement, il faudrait qu'on... Bon, j'ai pas les chiffres ni les statistiques en tête, mais effectivement, tout est prêt pour que si jamais il y a un besoin d'augmenter nos besoins de réanimation, nos besoins de lit d'hospitalisation surtout, nous, notre équipe de coordination, notre équipe de gestion de crise est très attentive à ça pour pouvoir ouvrir très rapidement des lits quand il y en aura besoin. Donc c'est vrai qu'on se prépare, même si là en ce moment c'est vrai qu'on se repose un petit peu plus en attendant la prochaine étape. Ok, eh ben, merci beaucoup Yann. Donc, on voit que cette crise a eu au moins une vertu, c'est rapprocher les différents corps de métier de l'hôpital, et notamment médecine interne, infectiologie et réanimation, où nous travaillons quand même régulièrement ensemble. Là, il a fallu vraiment être unis et de rapprocher nos forces, et ça c'est déjà quelque chose de super. Exactement, je partage complètement votre point de vue et je remercie encore tous mes collègues de réanimation de Beaujon parce que avec qui les relations sont très bien. Eh ben, merci beaucoup Yann pour ce partage d'expérience. Merci à vous de m'avoir invité. Bon courage pour la suite. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Après Beaujon, on va se diriger vers la Pitié-Salpêtrière, autre temple de la PHP
à Paris, donc avec le docteur Alexandre Leptreux, qui est praticien hospitalier en infectiologie, donc à la Pitié. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc on a vu avec Yann Nguyen là le côté médecine interne qui est devenu d'un coup Covid intervenant. Donc comment ça s'est un peu passé au niveau de la Pitié? Donc là vous étiez plus sur de l'infectiologie habituelle. Comment ça s'est passé un petit peu dans l'organisation, la vague qui est arrivée et la coordination avec les services de réanimation notamment? Mhm. Alors, nous, on a une particularité comme Bichat, c'est qu'on est un service de maladies infectieuses qui est aussi ESR, c'est-à-dire établissement de santé de référence pour tout ce qui est risque émergent biologique. Donc, on a d'emblée au quotidien 7 lits dédiés à la prise en charge des pathologies hautement contagieuses, donc qui classiquement sont plutôt dédiées aux tuberculoses ou aux tuberculoses multirésistantes. Et puis tous les ans, on a notre pic de suspicion de MERS coronavirus. Et donc quand ça a commencé, on a été d'emblée centre d'accueil pour les patients suspects. Donc au début, ça a fait un peu comme pour le MERS coronavirus, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de suspicions, très peu de cas, et on a cru que ça allait être comme tous les ans, c'est-à-dire ce qui est un peu la risée de toute la médecine, c'est-à-dire des gens qui crient au loup en permanence et n'en voient jamais la queue. Et puis au début, il y a eu les premiers patients confirmés. Donc ça a été un peu à qui aurait le premier patient, le deuxième patient. On était presque envieux de ne pas encore en avoir. Et puis à partir du troisième patient, ça a commencé à exploser et on est passé de 7 lits dédiés à 12 lits dédiés, puis 25 lits dédiés, puis tout le service, c'est-à-dire 39 lits, et on a même ouvert une unité supplémentaire de 15 lits. Et donc au maximum, on s'est retrouvé avec 56 lits dédiés intégralement au coronavirus. On a arrêté toutes nos autres activités, c'est-à-dire consultation, hôpital de jour, toute la prise en charge infectiologique classique. La seule activité qu'on a gardée, c'est l'infectiologie transversale pour continuer à donner des avis d'infectiologie générale dans les autres hôpitaux. Pour ce qui est de la réanimation, on a classiquement un à deux lits qui sont mobilisables dans une des unités de réanimation médicale, parce qu'à la Pitié-Salpêtrière, on a 7 réanimations différentes, plus 2 unités de soins intensifs. Et sur l'ensemble de ces lits-là, on a 2 lits mobilisables dans l'unité de réanimation médicale à orientation pneumologique du professeur Similovski. Et c'est pareil, eux, ils sont passés de 2 à 4 à 5, puis à toute l'unité des réanimations médicales à orientation pneumologique. Et puis ensuite, très rapidement, le service du professeur Constantin, qui est de la réanimation chirurgicale habituellement plus dédié aux polytraumatisés et aux chirurgies lourdes, s'est transformé au Covid. Et moi, j'étais de garde le jour où Jean-Michel a ouvert sa réanimation. Je lui aurais amené les 3 premiers patients, dont un patient qui était un ami très proche à moi. Et en 24 heures, ils ont fait 12 entrées et ils ont saturé leur réanimation. Et ensuite, tout le reste de l'hôpital a fonctionné comme ça, c'est-à-dire que tous les jours, on ouvrait des unités et médicales et de réanimation. Et dans les 24 heures, ils étaient saturés, ou les 48 heures, impliquant de devoir monter. Et on est monté jusqu'à plus de 380 lits, avec à chaque fois un ratio 1/3 de lits de réanimation pour 2/3 de lits de médecine. D'accord, ouais, donc ça a été effectivement très vite, hein, c'est ce qu'on avait vu. Donc ce qu'on voit, c'est quand même, c'est ce qu'on avait vu avec Dr Yann Nguyen, hein, c'est que la complémentarité et la coopération réa-infectiologue, médecine interne a été très étroite, encore plus que d'habitude, et ça fait que ça a bien fonctionné, quoi. Oui, tout à fait. Et alors, moi, j'ai, de par mes activités d'infectiologie transversale, pas mal de contacts. Alors, pas avec toutes les réanimations, mais avec certaines réanimations, on a des contacts plus privilégiés. Et c'est vrai qu'avec la réanimation du professeur Similovski et du professeur Demoule, ou la réanimation du professeur Constantin, ou la réanimation du docteur Antoine Moncel, on a des habitudes de collaboration
Et donc ça a permis aussi d'échanger sur ce que nous savions, les pratiques qu'on mettait en place. Et par exemple, pendant toute la crise, on a continué avec la réanimation du professeur Constantin à faire des staffs hebdomadaires où on discute des problèmes infectiologiques de leurs patients. Ce qui au début a pas été plus du maintien de contact. Et très rapidement, à partir du J7, J8 de réanimation, on a commencé à voir les premières PAVM arriver. Et donc, on a maintenu ce lien très fort qu'on a ensemble de rediscussion de tous les problèmes d'infection bactérienne des patients de réa. Et ça, c'était très instructif parce que, au-delà de la discussion des problèmes de surinfection, ça permettait aussi d'échanger sur ce que nous on ressentait en tant qu'infectiologue et dans les services de médecine, et ce que eux ressentaient. Et donc j'ai suivi en direct les questionnements de est-ce que c'est un SDRA, est-ce que c'est pas un SDRA, les différentes phases avec compliance faible, compliance élevée. Ça m'a rappelé plein de bases de réanimation. Bon, voilà, c'est un échange très constructif. Oui, oui, ça c'est sûr. Et alors justement, du coup, d'un point de vue infectiologue, puisque vous êtes spécialisé dans toutes ces maladies vraiment infectieuses et que là, avec le Covid-19, bon, le SARS et le MERS, le SRAS et le MERS, c'était vraiment très respiratoire. Là, on voit arriver une maladie qui est vraiment pliotropique avec des atteintes multiples, les thromboses, etc., etc. On en apprend tous les jours. Alors, d'un point de vue infectiologue, qu'est-ce qu'on commence à savoir un petit peu sur comment ça se passe là, sur Alors, comment cette maladie se développe. alors, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Les choses qu'on sait et qu'on peut à peu près affirmer avec des vraies données et en plus de l'expérience, c'est que on a à peu près 85% des patients infectés qui vont faire des formes bénignes. Que les principaux symptômes sont soit d'emblée des symptômes respiratoires, d'abord modérés puis s'aggravant avec toux, syndrome grippal, fièvre, rhinorrhée, choses comme ça. On a d'autres patients qui vont faire plutôt des atteintes de type anosmie, dysgeusie. Et puis ensuite, on a également des tableaux chez les personnes fragiles ou âgées, plus à base de diarrhée, de malaise, de grande asthénie. Beaucoup de patients âgés viennent aux urgences dans des contextes de chute. Donc ça, c'est pas des signes cliniques spécifiques de la maladie, les chutes, mais c'est des signaux d'alerte. Ce qui a vraiment changé beaucoup de choses, c'est la découverte de l'anosmie, qui, pour nous, en tout cas à la Pitié, nous est revenu à partir d'un soignant, un interne d'anesthésie réa qui était anosmique et que la médecine du travail ne voulait pas dépister parce qu'à l'époque, c'était un signe clinique qui n'était pas connu comme associé au coronavirus. Et puis, en fait, en discutant avec nos ORL, ils nous ont expliqué qu'ils avaient une épidémie d'anosmie sans rhinite associée et qu'ils ne comprenaient pas. Et en fait, c'est comme ça que nous, on a commencé à y penser. Et puis, on s'est rendu compte que dans plein d'endroits, ils avaient la même constatation. Et ensuite, donc ça, voilà, les signes cliniques, on commence à peu près les connaître. Ensuite, le risque thrombogène, ça, c'est pareil. Au début, on n'y pensait pas du tout. Et si on se remémore le premier mort qu'il y a eu à la PHP, qui était à la Pitié-Salpêtrière, l'enseignant, il est mort d'une embolie pulmonaire grave. Et il y avait eu une discussion un peu théorique sur est-ce qu'il est vraiment mort du Covid ou est-ce qu'il est mort des complications de son embolie pulmonaire. A posteriori, on peut se dire qu'il est mort de l'embolie pulmonaire causée par le Covid. Mais à l'époque, on ne savait pas que c'était autant thrombogène. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est une connaissance qu'on a acquise. On sait beaucoup de choses aussi en termes d'atteinte pulmonaire, en tout cas scanographique. On a progressé sur l'idée qu'il y avait plusieurs phases d'atteinte pulmonaire, avec une première phase inflammatoire et puis une deuxième phase avec de la consolidation, avec de la pneumopathie organisée, ce qui implique aussi pour vous, réanimateurs, des modalités de ventilation qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction de toutes les phases.
On, on sait que chez les jeunes, ceux qui vont faire une forme grave, c'est plutôt vers J7, entre J7, J10, et que chez les plus vieux, cette aggravation, elle peut survenir un peu plus tard, vers J15. Voilà, ça c'est des choses qu'on sait. Et ensuite, il y a tout ce qu'on ne sait pas, qui est la majorité de la maladie. On ne sait pas, on n'a pas de traitement efficace pour quelque forme que ce soit. On a des pistes sur l'orage cytokinique ou l'orage immunitaire, mais pour l'instant, il n'y a rien de démontré ayant fait preuve de son efficacité indiscutable. On ne sait pas la durée de contagiosité. On ne sait pas si on développe une immunité et si cette immunité est protectrice ou facilitatrice un peu à la mode de la dengue. On ne sait pas si on peut se réinfecter. On ne sait pas si on a un portage chronique ou pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et c'est ce qui peut inquiéter, mais aussi est stimulant parce que enfin voilà, on est au début d'une maladie. Et c'est sûr qu'en 2 mois et demi, 3 mois, on ne peut pas avoir tout décortiqué et tout compris. Oui, alors ça c'est sûr. Alors, bon, il y a deux choses qui restent notamment dont on ne sait pas trop, c'est l'atteinte neuro pure ou pas. On ne sait pas si c'est de l'inflammation ou une Mm, vraie atteinte neurologique du virus, hein, ça on ne sait toujours pas. Et l'atteinte endothéliale qui commence à sortir aussi et où on n'a pas, mais ce qui pourrait expliquer les microthrombies un peu partout sur cette atteinte endothéliale. mm, Ça c'est une bonne recherche qu'on commence à envisager mm, mm. effectivement. Pour l'instant, il y a beaucoup de brouillard. Ouais, c'est vrai que sur l'attente neuro, nous, là, on a dans notre service 5 à 6 lits dédiés pour des neuro-Covid et on travaille avec les neurologues de la Pitié qui ont détaché une PH et une chef de clinique et on a des internes de neuro qui sont venus nous renforcer déjà depuis quelques semaines et donc on a une mini-unité de neuro-Covid au sein de notre service de maladies infectieuses et c'est pareil, c'est extrêmement enrichissant. Moi, j'ai découvert des examens, des PET scans cérébraux, des IRM de la paroi veineuse, des choses que je ne connaissais pas, qui font dans le cadre des bilans de syndrome neurologique un peu atypiques. Et c'est très intéressant, mais c'est sûr qu'on est encore, y compris au plan neurologique, au début de la compréhension de ce qui se passe. Ouais, et alors Et donc on l'a justement. probablement sous-estimé au début, l'atteinte neurologique. Oui, oui, bah, il y a plein de choses qu'on a malheureusement découvert et qu'on a sous-estimées au début, notamment l'atteinte neuro et l'atteinte Mm, micro-thrombotique mm. des embolies pulmonaires que maintenant on commence à bien connaître. Alors justement, en termes de traitement, vous, je pense que vous faites aussi de l'anticoagulation assez régulièrement chez ces patients, que nous, on les Tout à anticoagule fait. beaucoup, voilà. Après, reste le traitement pur de la maladie. Donc, vous l'avez dit, pour l'instant, on n'a rien. Bon, beaucoup de polémiques, hein, on l'a vu Mm. partout. Hein, ça s'est maintenant étendu aux réseaux sociaux, malheureusement. Donc, bah, tout le monde a un avis sur tout. Euh, on a vu avec Dr Nguyen là, qui avait un premier, comment dire, communication de la PHP sur l'étude qui a été faite sur l'anti-IL-6, tocilizumab. Bon, il faut rester prudent, hein, c'est pas publié pour l'instant. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'instant, pas de traitement qui a montré son efficacité. On va pas tout rentrer dans la polémique, mais vous êtes aussi un service de pointe et de référence en France sur les maladies infectieuses. On est d'accord que pour l'instant, on n'a pas de traitement qui soit véritablement considéré comme efficace. On est d'accord, il n'y a aucun traitement, quel qu'il soit, qui a fait preuve de son efficacité dans quelque phase que ce soit de la maladie. Nous, au début, on a été assez prudent, on a suivi les recommandations de l'OMS. Et puis, quand il y a eu les premiers bruits sur l'hydroxychloroquine, on était en pleine phase d'accélération avec 3 à 4 décès par jour, autant de transferts en réanimation. Et donc, moi, j'avais communiqué un petit peu là-dessus parce que j'avais au tout début dit que l'hydroxychloroquine, en tout cas sur l'étude chinoise où il disait c'est super mais sans aucun chiffre, j'avais dit que c'était bullshit. Et donc, du coup, on a essayé l'hydroxychloroquine. Sur 40 malades, qu'on a comparé à 40 autres malades, le résultat de ce travail est soumis à CID et pour l'instant on est en cours de review et on s'astreint dans notre service à ne pas préprinter, à ne pas communiquer sur des résultats qui n'ont pas été acceptés par les pairs. Alors
il y a un vaste débat sur accès libre aux données scientifiques ou maintien du système éditorial classique. Moi, théoriquement, je serais plus pour un système libre, mais c'est pas le système dans lequel on vit et on fonde nos pratiques jusqu'à présent. Et là, la crise du coronavirus a fait complètement perdre la tête à absolument tout le monde. Et on se retrouve à fonder nos raisonnements ou nos pratiques sur des données qui parfois sont juste des brouillons mis en ligne ou mis sur une Dropbox. Et simplement, c'est le concours de celui qui va mettre en ligne le premier son brouillon pour que ça se reste dans l'inconscient collectif qu'il a été le premier à le dire. Et on se retrouve à faire n'importe quoi. Et alors la voie a été ouverte formidablement par l'IHU de Marseille, avec hydroxychloroquine plus azithromycine. Mais on voit avec le communiqué de la PHP sur le tocilizumab, le communiqué il dit on a fait un essai randomisé, on a des résultats significatifs qui montrent que ça améliore les patients. Point. Il n'y a aucune donnée, aucun tableau, rien. Donc, en fait, on revient à la même chose que l'étude le papier, la prise de position des Chinois en février où ils disaient l'hydroxychloroquine, ça marche, mais il n'y avait aucune data. En fait, à l'heure actuelle, sur le tocilizumab, c'est bullshit. Il n'y a rien. On est absolument incapable de dire oui, ça marche, pour qui, comment. Et à l'heure actuelle, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que toute nouvelle molécule, toute nouvelle idée, on s'empresse de la préprinter, de communiquer dessus, sans que ça ait été validé, revu ou quoi. Et je trouve que c'est particulièrement inquiétant. Parce que l'argument principal, c'est oui, on est en période épidémique, on n'a pas le temps, il faut qu'on sauve des gens. Mais en fait, aucun des préprints ou des études qu'on s'est empressé de mettre en ligne, il n'y en a aucune qui a fondamentalement changé la prise en charge des patients. Il n'y a rien de ce qui a été mis en préprint qui a sauvé des vies. Et donc en fait, cet argument de la course contre la montre, il a juste servi à nous faire tous déraisonner et à nous faire perdre de vue que bah oui, il y a un processus de publication qui sert aussi à s'assurer de la qualité et de l'impartialité et du respect de certaines règles méthodologiques et d'analyse statistique de nos résultats. Voilà, donc d'accord, il faut qu'on reste prudent avec tout ça, qu'on continue à faire des études valides sur le plan scientifique, hein, comme on a toujours Tout à fait. parce que sinon, Après, bien sûr. Après, on peut aussi regarder un peu en arrière. SARS-CoV-2, il est très proche de SARS-CoV, il est très proche de MERS. MERS, ça fait 8 ans qu'on le connaît, il n'y a aucun traitement qui fonctionne. Aucun. La seule chose qui a montré son efficacité dans la prise en charge des malades sur MERS-CoV, c'est l'ECMO, en 8 ans. Donc, je veux dire, il faut aussi apprendre de nos limites. Et moi, à l'heure actuelle, je suis persuadé d'une chose. J'ai probablement tort, et on dira que je suis pas un docteur parce que c'est prôner le scientisme. Mais moi, en ce moment, je suis persuadé d'une chose, c'est que le principe de base de primum non nocere est probablement le meilleur traitement qu'on puisse fournir aux patients. C'est-à-dire que les patients, ils ont besoin d'oxygène, on leur donne de l'oxygène et on attend. Moi, j'ai vu beaucoup de nos patients de 75, 80, 90 ans. On est à plus d'une vingtaine de patients chez qui on a même débuté morphine et hypnovel et qui on pensait qu'ils allaient mourir et ils ont passé le cap juste avec de l'oxygène. Alors, ça sauvera pas tout le monde, mais là, on est dans une phase où il faut faire, on s'agite en étant persuadé qu'on ne peut pas ne rien faire et finalement, j'ai peur que par moment on soit plus délétère qu'autre chose. le primum non nocere doit toujours nous habiter, effectivement. Bon, mais voilà, point de vue intéressant. Donc, deux points de vue des infectiologues parisiens sur cette crise. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Alexandre. Et puis, Merci à vous. Bon courage pour la suite. On espère qu'on évitera la deuxième vague, mais c'est pas sûr quand même, hein. Malheureusement. Moi, je suis persuadé qu'on l'évitera pas.
Oui, on est beaucoup à penser que malheureusement elle sera là. On espère qu'elle ne sera pas très importante. Bon, ben, merci en tout cas Alexandre et puis bon courage pour la suite. Merci et puis bah, bon courage à tous. Et le seul moyen d'éviter la deuxième vague, c'est tester, tester, tester. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, ben, comme vous voyez, les infectiologues ne sont pas non plus toujours tous d'accord, hein. On le voit bien, les polémiques sont toujours là. Comme je vous le disais au début, on ne sait pas tout, on en apprend tous les jours. Il faut savoir raison garder, faire attention à ne pas faire la course à la communication et rester très prudent, hein, ce qu'on essaye de faire ici en donnant un peu nos pistes, mais voilà, ce qu'on dit un jour n'est pas toujours vrai le lendemain, malheureusement. Donc, eh bien, écoutez, juste pour finir, une petite note humoristique, hein. Vous aviez remarqué peut-être dans la dernière vidéo cette petite affiche que j'avais dans mon bureau et que j'avais filmée pour la première fois. Voilà, un petit clin d'œil. I want to believe. Pour les plus anciens, c'était évidemment X-Files. Donc, un clin d'œil en disant I want to believe, je veux y croire. On va sortir de cette crise. Et puis également pour montrer que les théories du complot qui fleurissent sur le net, là malheureusement, sont bien présentes dans cette crise. Faire attention à ça. Voilà, donc c'était un petit Easter egg dans cette période de Pâques pour ceux qui aiment les films et les séries. Eh bien, écoutez, à la prochaine fois, on fera probablement une petite web TV spéciale sur les référentiels de la SFAR, sur la reprise de l'activité chirurgicale, avec probablement nos amis du comité des référentiels. Merci, prenez soin de vous. Au revoir.